Je raconte l'histoire d'une famille, hein, la mienne, mais plus encore l'histoire d'un lieu, de cet appartement, et de cette névrose familiale, de ce délire obsidional qui fait que ces membres continuent à vivre finalement cachés. Pour décrire cela, je me suis appuyé effectivement sur le lieu que j'ai parcouru, un peu comme effectivement comme une table de jeu, c'est à la fois une table de jeu et une table des matières. C'est-à-dire que chaque pièce constitue un chapitre du livre, et donc il y a quelque chose de ludique qui est de l'ordre du Cluedo, hein, de découvrir non pas d'élucider un meurtre comme dans le Cluedo, mais une disparition, et donc de découvrir où se trouve mon grand-père, où il s'est caché. Mais j'ai choisi en fait cela d'abord parce que c'est un livre sur l'enfance en fait. Ça se nourrit essentiellement de souvenirs de ma propre enfance, parce que j'ai grandi dans cette maison. Et donc j'avais envie aussi de quelque chose d'assez ludique, quelque chose de l'ordre du jeu. Et dans mes livres précédents, j'avais essayé à chaque fois de glisser des petits plans. J'adore les plans, et pour moi ça sert de support presque à l'imagination. Enfin, c'est une façon de porter de cadrer mon propos. Et donc chacun de ces chapitres est effectivement précédé d'un plan, un peu comme dans le Cluedo justement. Et alors c'est un procédé qui est pas nouveau, hein. Je crois que c'est Stevenson qui raconte que l'île au trésor est née d'une carte de l'île en question, qu'il a d'abord commencé par dessiner les contours de cette île avec l'emplacement de la cache au trésor, qui s'appelle The Cache en anglais d'ailleurs. Et c'est à partir de ce dessin qu'il a construit son roman. Et je crois que l'anecdote dit parce que ce dessin disait plein de choses. Il y avait des criques, il y avait des petits îlots, l'endroit où se trouvait la cache. L'anecdote est la suivante, c'est que quand il a donné son livre à l'éditeur, il avait perdu ce plan. Il a dû relire son livre pour reconstituer cette carte. Donc oui, il y a quelque chose effectivement de l'ordre du jeu de société dans ce livre. En fait, moi, ce que j'ai voulu faire, c'était pas tellement de raconter de faire une biographie au sens classique du terme, parce que d'abord, c'est pas un récit chronologique, il y a pas... Il y a des allers-retours dans le passé, c'est pas un récit non plus linéaire. C'est beaucoup plus... J'ai voulu vraiment raconter cet enfermement et ce lieu. Et j'ai utilisé pour cela ces souvenirs d'enfance, ces légendes familiales, c'est ce que j'ai pu également trouver en interrogeant les miens, mais comme des matériaux en fait, et j'ai voulu en fait reconstruire cette maison un petit peu comme une maison de poupée. J'invitais rarement des camarades de classe parce que quand même c'est un lieu quand même très étrange, et je me disais sans doute ils auraient été un peu surpris par l'étrangeté du lieu. Et donc mon camarade de jeu, c'était mon oncle qui est peintre et qui lui-même faisait ces choses. Il faisait des boules en terre cuite, il confectionnait toutes sortes de petits objets, et on faisait beaucoup de maquettes ensemble. Et c'est vrai que je pense que j'ai voulu reconstituer finalement, j'ai voulu faire une maquette avec ces matériaux, mais qui sont comme des matériaux, comme des sortes de petites briques que je pose les unes à côté des autres, comme ça petit à petit, pour essayer de construire le livre. D'ailleurs, les chapitres sont assez courts. J'ai essayé vraiment de reconstruire une maison, et j'ai utilisé tous ces matériaux, notamment ces légendes, comme telles. Mais les présentant comme ce qu'elles sont, c'est-à-dire des légendes
qui ont elles-mêmes été racontées, comme ça, d'une génération à l'autre, qui ont été modifiées avec le temps, qui ont acquis une forme de patine, mais qui nous ont structurés, qui participent de la façon dont on se définit, on se voit, mais dont je serais incapable de démêler le vrai et le faux. Et j'ai pas forcément essayé, j'ai pas essayé justement, comme dans une biographie classique, de faire une œuvre scientifique où je confronterais comme ça tous ces récits avec, pour essayer de sortir une sorte de vérité unique. Mais donc j'ai vraiment... et en plus, tous ces fragments c'est justement très fragmentaire. Il y a beaucoup de vide, il y a beaucoup de silence, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas et que je ne sais toujours pas. Et c'est pour ça que je me suis appuyé sur cette maison pour relier tous ces fragments, tous ces éléments très, très disparates et très éphémères comme ça. Cette famille, elle naît de la rencontre de deux personnes, mon grand-père et ma grand-mère, qui viennent de deux mondes très différents. Lui est juif, fils d'immigrés venus d'Odessa. Elle est catholique, née à Rennes, dans l'ouest de la France, issue d'une famille plutôt donc bourgeoise, catholique, traditionnaliste, mais désargentée, et qui, parce qu'elle a été la 7e et dernière enfant, les parents n'ont pas été en mesure de l'élever, et donc l'ont confiée. Elle a été adoptée par sa marraine. Et donc elle a elle-même changé de nom, changé de prénom. Sa marraine l'a rebaptisée un peu comme on appelle un peu un animal de compagnie. Et après, elle-même est devenue romancière. Elle s'est choisi un nom de plume. Et mon grand-père lui-même, après la Première Guerre mondiale, s'est converti au catholicisme. Donc tout en restant, il était catholique de foi, à suite de circonstances un peu compliquées, mais tout en se considérant comme juif. Et donc voilà, cette famille, elle est composite, et c'est vrai qu'une des caractéristiques, ce sont tous ces noms que l'on trouve, à commencer par ce nom de famille, Boltanski, qui a sans doute été mal orthographié au moment de l'immigration, et qui rend presque impossible toute recherche d'ailleurs sur l'origine. Parce qu'à un moment du livre, je vais à Odessa pour essayer de retrouver quelque chose. J'enquête, c'est le seul moment où je mène finalement une véritable enquête, et je me heurte à une quasi-impossibilité. Je fais appel à des gens, une archiviste de l'université d'Odessa qui est versée dans ce genre de recherche, et je ne trouve rien. Oui, parce que les objets je pense, ont une aura, et ils servent effectivement de support à l'imagination, presque de moyens mnémotechniques. Et de toute façon, les pièces de cette maison sont comme des boîtes à souvenirs. Je les utilise comme ça, donc pour susciter la mémoire. Et c'est vrai qu'en progressant ainsi, j'ai fait revenir des souvenirs très précis. Alors, par exemple, le rituel du coucher. Donc cette famille, chaque soir, se couchait dans la chambre des parents, les parents dans leur lit, les enfants dans des sacs de couchage à leurs pieds. Et il y avait tout un rituel, c'est-à-dire qu'on mettait la barre transversale pour fermer la porte de la chambre, on tirait le verrou dans la salle de bain. Il y avait donc, on se calfeutrait, on se claquemurait à l'intérieur de cette pièce. Mais il y a aussi il y a toutes sortes d'autres objets. Effectivement, cette Fiat 500 qui était presque comme une sorte de... parce que la Fiat 500, donc on se déplaçait dans Paris avec cet œuf, hein, vous savez, c'est tout rond, ça a un côté très matriciel, et c'était conduit par ma grand-mère qui avait la polio,
et qui, pour pouvoir conduire cet engin, s'était fait aménager tout un dispositif avec des sortes de manivelles, de manches à balai. Et elle conduisait très rapidement dans Paris. C'était pour elle une sorte de revanche sur son immobilité. Et avec quelque chose une sorte de joie très rageuse. Et donc, quand quelqu'un allait travailler, ou par exemple, quand moi j'allais à l'école, il m'accompagnait, il venait me rechercher après. Mon grand-père, pareil, il allait à l'hôpital, il était médecin, on l'accompagnait à l'hôpital, on restait devant l'hôpital à l'attendre pendant 2-3 heures dans ce petit œuf, comme ça. Je voulais évidemment raconter cela, parce que je pense que ça, si je voulais raconter l'enfermement, je pense que cette Fiat était un moyen de rester enfermé tout en se déplaçant dans Paris. Et donc c'était très important, mais en même temps je ne savais pas trop où la placer dans cette maison, et donc j'ai évidemment, après réflexion, je me suis dit mais c'est la première pièce de cette maison, c'est la partie mobile de la maison, c'est comme une sorte de sas entre la maison et l'extérieur. Moi je pense que j'ai écrit ce livre parce que en fait cette maison est devenue finalement ce sont mes grands-parents. En fait, c'est même presque ma grand-mère. Il y a quelque chose de très organique dans cette maison. Je décris d'ailleurs comme une sorte de corps humain. Et en fait, la maison est une forme de métonymie de cette femme, de cette femme qui, quand je suis venu au monde, parce qu'elle était devenue grand-mère, ne se voyait pas du tout grand-mère traditionnelle et a demandé à ce qu'on appelle mère grand. Et évidemment, mère grand, c'est la vieille dame aux cheveux blancs dans le conte, mais c'est aussi le grand méchant loup. Il y avait quelque chose qui est de l'ordre d'une ogresse. C'était une toute petite femme, hein, qui n'était pas très grande, mais qui avait une énergie absolument incroyable et qui nous a, pour nous défendre, pour nous protéger, nous a tous avalés. On est dans le ventre de la baleine, et cette maison, c'est cette femme. Et je pense que j'ai écrit ce livre parce que dans cette famille, il y avait quelque chose de particulier, c'est qu'il n'y a pas d'idée de patrimonialisation. Je pense parce que ils ont contemplé la possibilité de leur propre destruction. Ils n'ont jamais voulu rien garder. Ils n'ont pas voulu que les objets, justement, ces objets qui comptent beaucoup dans ce livre, leur survivent. Et donc, on jetait tout au fur et à mesure. Il n'y a pas de photos, il n'y a pas d'archives. Ce qui reste, c'est cette maison. Et cette maison, elle est évidemment pleine de ces fantômes. Et le fantôme de ma grand-mère est évidemment toujours là. Et je pense que j'ai vraiment écrit ce livre parce que je me suis dit, cette maison existe toujours. J'y vais assez régulièrement, mais elle s'est rétractée avec le temps. Et un jour, elle disparaîtra, en tout cas telle qu'elle existe. Et j'ai vraiment écrit ce livre pour garder quelque chose, plus que pour rendre hommage, parce que je ne sais pas si, je suis pas sûr qu'ils aient besoin d'un hommage. Ils ont eu. Ma grand-mère a été romancière, mon grand-père était médecin des hôpitaux. Ils ont de leur vivant, ils ont fait plein de choses tout à fait estimables. Mais j'ai vraiment écrit ce livre pour garder quelque chose. Elle a joué un rôle clé parce que elle a laissé une œuvre. Hein, elle a écrit à la fois des romans, une dizaine de romans très autobiographiques. Elle n'a jamais raconté cette histoire, la cache. Je pense parce qu'elle pensait que cette cache pouvait toujours servir et il fallait surtout pas en parler. Mais elle a écrit vraiment des livres que j'ai relus pour ce livre et qui sont très bien, et également des essais plus sociologiques sur toutes sortes de sujets, sur les enfants d'immigrés de la seconde génération qu'elle appelle les enfants de nulle part, qui sont assez, parce qu'elle écrit ça dans les années 60-70, qui sont assez prophétiques, parce que c'est des sujets qui vont prendre une importance très grande, comme sur le troisième âge, sur
qu'elle appelle l'âge scandaleux, où elle met en miroir à la fois les récits de personnes âgées qui vivent dans une très très grande précarité. C'est avant la revalorisation des retraites, il y a vraiment une misère très grande des gens âgés en France, qu'elle met en miroir avec des commentaires qu'elle a recueillis dans les écoles, où en gros les enfants disent tout le dégoût et toute la terreur qu'ils ont à l'égard de ces vieilles personnes. Donc il y a toujours quelque chose de très ironique en plus dans ces livres, de très cruel, mais en même temps très très drôle. Et c'est vrai que son amour de l'écriture, ça a dû sans doute jouer un rôle. Ça m'a sans doute donné envie de devenir d'abord journaliste et ensuite écrivain. Oui, certainement.